Bon, Jean-Luc Courreau va nous présenter quelques analyses de comportement macroscopique par des modélisations mésoscopiques. F5. Vous m'entendez? Oui. Bon. Bonjour à tous. Donc Bon, je vais essayer de faire rapidement une présentation parce qu'il y a un peu moins de temps que prévu. Donc, je vais vous présenter des modélisations qu'on développe au laboratoire donc pour analyser le comportement macroscopique d'éprouvettes de fissuration qu'on peut utiliser donc dans les laboratoires pour caractériser les énergies de rupture du bois. Et après aussi des applications sur des assemblages qu'on peut trouver en construction bois. Et donc je ferai juste une application, je montrerai juste une application donc sur la caractérisation de la résistance des goujons collés. Bon, ce qui nous réunit tous ici, c'est donc le matériau bois. Donc ça, c'est un petit peu la diapo, on va dire, cliché pour présenter, mais Patrick Perret donc, nous a bien présenté tout ça, donc je vais pas y revenir. Il y a de la variabilité, de l'hétérogénéité, ça dépend de l'anatomie, la fabrication naturelle du matériau. Et moi, je vais me positionner un petit peu dans le comportement du matériau pour l'usage, c'est-à-dire essayer d'avoir des caractéristiques du matériau à l'échelle macroscopique pour pouvoir après utiliser ces résultats pour interpréter le comportement, des caractéristiques du matériau au niveau mésoscopique pour essayer d'interpréter le comportement du matériau à l'échelle macro ou à l'échelle de l'élément. Alors, on a de la variabilité du matériau et je ne pouvais pas m'empêcher de parler d'une autre variabilité, c'est-à-dire que quand on fait un essai, on a une courbe, c'est la courbe rouge que vous avez, un essai de traction, comme un essai de flexion, et il y a déjà une variabilité sur l'interprétation. C'est-à-dire quand on voit une courbe comme celle-ci, hop, je me suis trompé, ici, la courbe rouge, en fonction de comment on se place, soit le chercheur, soit l'ingénieur, on peut se retrouver à dire, bon, là on a un comportement linéaire, on a une rupture qui est fragile, alors que d'autres personnes peuvent dire, oui, on a un comportement linéaire, on a une légère non-linéarité qu'on peut voir ici, ok, et le matériau, une rupture quasi fragile. À partir de ce constat-là, les approches sont totalement différentes, et si on a des approches différentes, on va caractériser le matériau bois de manière différente. Dans les publications, souvent, moi je retrouve des résultats comme ça, où on a un comportement d'un essai. Donc vous avez, là c'est un essai de flexion avec une poutre entaillée. Donc on a les courbes noires ici sont les essais expérimentaux. Et derrière on a testé un modèle qui avait une échelle mésoscopique, j'y reviendrai par la suite. Et grosso modo on dit dans les publications souvent le modèle se comporte pas mal, on a une raideur qui est similaire à ce qu'on a pu voir en essai, on voit que la charge ultime, elle est dans la moyenne de tous les essais, et en termes de déplacement, on se retrouve aussi bien au niveau de la valeur moyenne. Donc là-dedans, l'interprétation du comportement macroscopique, elle va être très dépendante de l'analyse qu'on fait des courbes. Donc pour faire la suite, donc, dans le comportement du matériau à l'échelle de la structure, d'un élément par exemple, on va utiliser des éléments, des modélisations à l'échelle méso. Alors c'est une échelle qui est au-dessus de ce qu'on a pu voir dans la présentation précédente, et on va essayer de voir ensuite à l'échelle macro quel est l'effet de ces comportements localisés, mettons sur des assemblages ou sur des poutres de rupture, des poutres qu'on utilise en mécanique de la rupture. L'idée aussi c'est d'utiliser des modèles les plus simples possibles pour limiter tant bien que mal le nombre de paramètres exploitables. La deuxième chose, c'est que, comme on l'a vu précédemment, l'interprétation elle est sujette un petit peu à celui qui analyse la courbe. Derrière, il y a un truc qui est très important, c'est le monitoring. Enfin, qu'est-ce qu'on va mesurer pour alimenter les données au niveau de l'échelle méso. Donc il faut se poser la question, comment on va faire la manip et qu'est-ce qu'on va mesurer pour alimenter le modèle. Voilà. Alors souvent, dans certains travaux, on n'a pas... Je sais qu'il y a un article dans Le Monde qui est paru la semaine dernière où souvent dans les publications on a un problème de reproductibilité des manips et on se retrouve en fait à savoir comment, je vais y arriver, comment sont monitorés les manips pour pouvoir ensuite alimenter les modèles. Alors, ce qu'on cherche à développer ici dans la présentation, c'est donc observer un comportement à l'échelle macro, utiliser une loi de comportement simple qui va se faire référence aux propriétés du matériau bois, donc à l'échelle méso,
et on va faire une interaction entre le modèle et la mesure. Alors, pour montrer une application, je vais vous montrer donc cette approche au niveau de la mécanique de la rupture. Donc, on a des essais qui sont couramment présentés dans la bibliographie depuis une trentaine d'années, des essais d'ouverture en mode 1, et la courbe qu'on utilise ici, enfin qu'on obtient, pardon, c'est une courbe. Donc, on a une montée en charge, et ensuite, au pic, on va avoir une descente parce que le matériau se fissure. Dans la publication, ce qu'on montre, c'est que, ce qui est dit, c'est que l'énergie de fissuration, c'est l'air sous la courbe, c'est-à-dire c'est le travail de la force qui a été consommé pour séparer le bois. Alors ça dépend après des directions de débit du bois. Ce qu'on ne précise pas, c'est quel est le déplacement. Où c'est qu'on le mesure dans une manip. Alors là, c'est juste un croquis, mais le monitoring et le suivi de l'ouverture de fissure est très important parce que vous comprenez bien que l'énergie va dépendre de comment on mesure l'ouverture de fissure par rapport à la force. Donc tout le problème est là. Et donc on va essayer de vous montrer ce qu'on peut faire. Alors on est parti déjà donc, sur un système donc, qui est déjà fissuré. Donc c'est une éprouvette où il y a du bois. Alors du bois qui est fissuré. Donc ici on va dire que dans le sens longitudinal, dans le sens horizontal c'est la direction longitudinale du bois. Et donc dans le sens vertical ça peut être le radial ou le tangentiel. Comme le bois est fissuré et pré-fissuré, on va obtenir une courbe qui va avoir cette allure là. Et donc, ce qui est proposé, alors on trouve cette approche dans les approches pour les matériaux quasi fragiles, et on retrouve ces approches donc dans le béton. Et il y a des travaux qui appliquent au bois, et ça s'applique bien parce que comme le bois est un matériau orthotrope, ça va guider la fissure. On est certain qu'en fait, la propagation de fissure, à l'inverse du béton, elle va se faire dans le sens longitudinal. Alors ensuite, comment on exploite ces données ? Alors il y a deux façons, et c'est les deux façons que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il y a la façon où on va modéliser la poutre avec une fissure. On sait que le matériau, quand il va se fissurer, il va d'abord s'endommager, et après il va propager une fissure. Donc la première modélisation qu'on peut imaginer, c'est d'avoir toutes les prouvettes qu'on va modéliser, on va la considérer en élasticité. Et ce qu'on sait mesurer, nous, c'est la force et le déplacement. Donc on sait mesurer la complaisance. Une longueur de fissure, on ne sait pas la mesurer, parce qu'on ne sait pas où c'est que le bout entre la zone de micro-fissuration et la longueur de la macro-fissure. Donc on va se fier, pour faire le calcul des énergies de rupture, à l'évolution de la complaisance du système au fur et à mesure qu'il se propage. Alors dans la complaisance, qu'est-ce qu'on va avoir ? On sait qu'on va avoir une courbe qui va avoir cette allure. Alors après, ça dépend des géométries. Ce qui va se passer, c'est que l'éprouvette va s'assouplir par une propagation de fissure. Et on va affecter à la longueur de fissure à la fois l'endommagement du matériau et la micro-fissuration. Une fois qu'on a ça, on peut calculer, donc par la théorie de l'élasticité, on peut calculer une énergie qui permet en fait la création de fissures. Donc c'est l'énergie qu'on appelle G ici, qui est consommée par la création d'une fissure. Alors je vais passer là pour aller un peu plus vite. Donc pour vous donner une idée, dès que le matériau va s'endommager, en fait, je vais avoir une évolution de la complaisance, c'est ce que j'ai en bleu ici. Donc le matériau n'a pas fissuré au sens macroscopique. Par contre, on va attribuer à la variation de complaisance, en fait, l'apparition potentielle de micro-fissures. À un moment, on va arriver au fur et à mesure qu'on va charger la fracture process zone, donc la zone d'endommagement va progresser, et donc on va avoir une complaisance qui va augmenter, et à un moment on arrive à une certaine quantité AC où on va avoir une macro-fissure qui va se propager. Donc tout ça on peut le paramétrer en fait par l'évolution de la complaisance du spécimen lors de l'essai. Donc ça donne quoi en termes d'analyse expérimentale? Donc ici vous avez une courbe d'essai de rupture sur une poutre DCB. Donc vous voyez, vous avez cette courbe expérimentale. Et si on calcule les énergies par rapport à l'évolution de la complaisance, ce qu'on va observer, c'est qu'à un moment, on va avoir une énergie qui va saturer. Alors le plateau de saturation correspond à l'énergie pour propager une fissure. Et la zone, ici, qui est croissante, va correspondre à la zone de micro-fissuration, donc d'endommagement. Quand vous regardez ce résultat, vous voyez aussi que le point bleu ici correspond à la charge au pic. Et vous voyez que la charge au pic ne correspond pas à la zone de propagation de fissure comme il est dit dans certaines publications. On considère que
dans certaines publications, la propagation de fissure a lieu au pic. Mais là, ce qu'on montre, c'est que la propagation de la fissure, elle se fait au-delà du pic. C'est-à-dire qu'ici, ce diagramme, il est à retraiter par l'analyse des matériaux quasi fragiles au sens de l'élasticité. Voilà. Donc, ici, vous avez une courbe référence matériaux qui est une courbe d'un modèle qui est mésoscopique. C'est-à-dire qu'on essaie de traduire la micro-propagation et enfin, l'endommagement du matériau et la propagation de fissures. Et c'est une courbe caractéristique du matériau. Il y a un autre modèle qu'on peut utiliser, qui utilise en fait des éléments d'interface. Comme on a l'avantage d'avoir un matériau orthotrope où la fissure est guidée, ben on va pouvoir insérer dans le maillage des spécimens ou des assemblages qu'on veut étudier, on va pouvoir mettre des éléments d'interface, donc qui comprennent une loi d'élasticité qui relie en fait la contrainte au déplacement normal de l'interface par une raideur. Alors cette raideur, elle est en newton par millimètre cube, ok. Et donc cette raideur, elle est calibrée au sens numérique, et pour avoir une bonne calibration dans le domaine élastique, il faut que ce Kn avoisine les 10 000 newtons par mètre cube pour le matériau bois. À partir de là, quand on a ces éléments et cette modélisation donc qui est en non linéaire cette fois-ci, on peut injecter ensuite des lois. Donc c'est une courbe adoucissante, ce qu'on appelle une softening courbe, où ici on va pouvoir intégrer donc des paramètres mécaniques du matériau bois, la résistance en traction transverse, une ouverture, donc on est à l'échelle méso, une ouverture ultime des fibres pour pouvoir propager une fissure, et l'énergie qui est consommée dans cette interface, c'est l'énergie de rupture de l'interface cohésive. Donc l'intérêt maintenant, c'est qu'on a deux moyens de regarder une propagation de fissure. Donc on va injecter ce modèle dans une éprouvette de mécanique de la rupture classique, et on va pouvoir interpréter la courbe force déplacement et faire la comparaison entre l'approche en élasticité linéaire, donc la courbe R, et le softening courbe. Donc là j'avais une animation, elle marche pas, donc voilà. Donc voilà, si j'injecte un jeu de valeurs ici, donc vous voyez une énergie dans mon interface de 286 joules par mètre carré, une ouverture ultime des fibres à 1 mm, un ratio d'énergie, j'y passe dessus, c'est pas, je préfère gagner du temps sur d'autres paramètres, et une résistance en traction transverse de 1 MPa. On va obtenir avec les éléments de joint et la fissure cohésive une courbe qui ressemble à une courbe expérimentale. Et si je la traite avec la théorie de l'élasticité, de la mécanique linéaire de la rupture, je vais obtenir une courbe R. Le premier résultat qui est à montrer, c'est que l'énergie qu'on injecte dans le modèle avec l'interface, c'était égal à l'énergie plateau de la propagation de fissure au sens de la mécanique linéaire. Ensuite, il y a toute une phase d'endommagement qui va être tributaire des autres paramètres. Maintenant, si je garde donc l'énergie à 286 joules par mètre carré et que je fais varier l'ouverture de mon interface, donc c'est des caractéristiques qui pourraient être dépendantes du bois, des longueurs de fibres, etc., je vais obtenir pour une résistance toujours unique et égale à 1 MPa, je vais obtenir sur ma courbe force déplacement des variations de zones de propagation de fissures, et ça va se traduire sur des courbes R avec des plateaux, avec des longueurs critiques qui vont varier. Donc, quand on est en mécanique de la linéaire de la rupture, la stabilisation va dépendre en fait de l'ouverture des fibres en traction transversale. Après, on peut faire le même raisonnement où on va fixer un WC, donc là la valeur était à 1 mm. Si je fais varier la résistance de mon interface, donc la résistance du bois entre 0,8 et 1,6 MPa, mais ce qu'on va voir, c'est que la limite élastique du spécimen que je suis en train de tester, elle varie en fonction de la caractéristique du bois, et on voit bien que le départ des courbes R est dépendant en fait de la résistance en traction transverse du matériau bois. Donc quand on a ces données, je passe là-dessus, quand on a ces données, on est capable de faire un lien entre la courbe de softening, donc qui est une loi d'endommagement du matériau, et la courbe R au sens de la mécanique linéaire de la rupture. Tout ça par l'analyse des complaisances qu'on a ici. Donc là, il y avait une animation qui ne passe pas. Donc, pour vous donner
Ensuite, on a une sorte de table de lecture, c'est-à-dire que quand on va voir maintenant une courbe d'ouverture de fissure en fonction de la force sur un spécimen, ben on est capable d'évaluer par la mécanique linéaire de la rupture l'énergie plateau. Cette énergie plateau, on va pouvoir l'injecter dans la loi adoucissante de mon interface qui permet en fait de traduire l'endommagement du matériau. Et ensuite, par dichotomie, dans la courbe force déplacement, je vais pouvoir caler le WC, donc l'ouverture ultime des fibres, et aussi à l'initiation de la non-linéarité du comportement, je vais pouvoir caler aussi la résistance en traction transverse. Donc si on fait des essais de fissuration sur des matériaux, on va trouver une forte variabilité donc en propagation de fissure, donc sur des éprouvettes, mettons TDCB. On peut retrouver donc, vous voyez, là ce que vous voyez en haut, c'est qu'on a adopté cette stratégie pour caler une courbe. Alors la courbe expérimentale c'est la rouge, et en fonction des différents paramètres, on est capable de caler en fait le modèle de fissure cohésive. Alors à partir de là, en fonction de certaines géométries, on va retrouver l'énergie de rupture, soit qui correspond à l'énergie de rupture de l'interface, soit au plateau de la courbe R. Et ensuite, on est capable d'identifier, donc à certains endroits de la courbe, la résistance en traction du matériau et l'ouverture critique du matériau, ça sur un même essai. C'est-à-dire en gros, on fait 3 essais en un. Par l'utilisation d'un modèle méso. Alors la validité de l'approche, là, on le montre aussi. Ce qu'on peut trouver, c'est un petit résultat, c'est que les énergies de rupture ne dépendent pas de la densité sur cette gamme pour les PCA. Et ensuite, on est capable, après, à faire de la caractérisation courbe à courbe, donc de donner des lois de distribution. Ouais, pardon oui. On essaie donc d'avoir la variabilité des énergies de rupture. Alors, on peut se poser la question, après les essais on les a souvent fait à 12%, on peut se poser la question de la légitimité de l'approche pour différentes humidités. Alors quand on fait des essais à court terme, on se rend compte que l'approche par la fissure cohésive, elle est aussi valable pour des humidités qui vont donc de très sec au point de saturation des fibres. Donc on est capable de calculer donc, les énergies de rupture par cette approche-là. On fait des cycles de charge et décharge pour bien voir que le matériau en fait a un comportement endommageable élastique, c'est-à-dire que quand on relâche, tout revient à zéro. Et donc on peut voir après, avec la fissure cohésive, l'effet de l'humidité sur les zones endommagées. Vous voyez qu'ici, à 8%, on a une zone endommagée qui fait aux alentours de 27 mm au sens de la fissure cohésive. Si j'ai des bois à 30%, on peut avoir une longueur d'endommagement en point de fissure de près de 90 mm. Donc vous voyez que l'humidité va jouer. Et vous voyez aussi que l'humidité fait diminuer la résistance en traction transverse du matériau. J'ai presque fini, je n'irai pas jusqu'au bout. Alors les limites de l'approche. Là, ce qu'on a découvert, c'est que souvent pour caractériser les énergies de rupture, on utilise la SENB. Donc c'est une poutre qu'on fait travailler en flexion avec une fissure au bout. Alors j'ai pas mis les dimensions ici, mais ce qui est recommandé, c'est des éprouvettes qui font 70 mm de hauteur, et vous avez une fissure qui fait près de la moitié de la hauteur, donc 35 mm, une pré-fissure. Mais quand on traite ces essais, on se rend compte qu'on n'a pas de plateau de courbeur. C'est-à-dire qu'en fait, la propagation de fissure, elle n'a pas lieu. Enfin, elle a lieu, mais elle est confinée par le bord qui est comprimé. Donc quand on va caractériser l'énergie de fissure juste par la lecture de cet essai, on fait une erreur. Et on est allé un peu plus loin. Pour avoir un résultat propre au niveau de cet essai, il faudrait des ouvertures de fissure de l'ordre de 0,1 mm. Ce qu'on n'a pas dans le bois, et je peux vous le remontrer ici, dans les résultats qu'on avait précédemment, où en gros on estime les ouvertures de fissure ultimes aux alentours de 1 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet essai, dans sa géométrie, on a des effets de bord, et pour caractériser la mécanique de la rupture, on se met dedans sur la valeur de cette énergie de rupture. Pour donner une idée, pour avoir avec une ouverture de 1 mm, il faudrait une éprouvette de 150 mm de hauteur pour avoir une propagation qui est stable. Il y a un autre essai aussi, qui est la wedge splitting test. Donc vous voyez ici l'échelle de la manip. Okay, donc nous on a fait une autre échelle, en sachant qu'en fait il faut un ligament qui est relativement grand et qui dépend des essences. Et on se rend compte qu'en fait, même avec le même style d'éprouvette, et là je crois qu'il y a un ligament de 250, on n'arrive pas à atteindre le plateau. Ça veut dire qu'en fait, les énergies qu'on est en train de caractériser sont faussées par les effets de bord. Donc on privilégie
en fonction des essences, à augmenter le talon des éprouvettes. J'ai plus de temps. Alors je voulais conclure sur autre chose parce que je vais essayer de faire une conclusion avec tout ce que je voulais montrer par la suite. On a appliqué la même méthode sur les goujons collés parce que bon, tant qu'on est sur des essais de mécanique de la rupture, on est en laboratoire. On avait un projet donc, qui était sur les goujons collés. Grosso modo, là aussi, on voit aussi quelque chose. Quand on hérite de résultats comme ça, peut être un peu perplexe. Pourquoi? Parce qu'on a la charge de rupture, on ne sait pas comment les déplacements sont mesurés. Et donc après, depuis quelques années, il y a des projets pour avoir la caractéristique des goujons qui sont collés à l'intérieur du bois. Et donc le protocole expérimental, il n'est pas suffisamment rigoureux. Alors il y a d'autres manips où on essaie de mettre des capteurs autour. Et l'intérêt, en fait, donc on a souvent une rupture quand la colle fait bien le boulot au niveau du bois. Et donc on essaie d'utiliser ces modèles-là sur des goujons collés. Pour vous donner une idée, si on ne fait pas de la mesure localisée, donc j'insistais sur le monitoring, on voit que si on regarde que le déplacement de traverse, on va fausser totalement les déplacements. Donc ça, je ne l'invente pas. Mais quand on calcule des énergies de rupture, après, ça peut être dramatique sur les valeurs qu'on va utiliser. Et pour montrer ici ce résultat, on considère à l'échelle macro, vu de l'ingénieur, que c'est un essai de cisaillement. Par l'approche de modèle méso, en fait, on se rend compte que cet essai, c'est tout sauf du cisaillement. Alors je vais pas, donc on est capable d'aller chercher le champ de contrainte. Si je regarde le champ de contrainte en bout de collage, on va voir que j'ai de la contrainte de cisaillement ici, et on voit que j'ai un pic de contrainte perpendiculaire. C'est vrai, au sens de l'ingénieur, on aurait tendance à dire bon, ça c'est pas très grave, c'est le cisaillement qui prédomine. Après, avec le calcul numérique à l'échelle méso, on est capable de séparer les modes de cisaillement et d'ouverture. Et ce qu'on montre par essai, donc par courbe, on a fait des centaines d'essais, on est capable de calculer des énergies. Donc dans la partie non linéaire, alors vous voyez que la partie non linéaire ici, elle est très légère, elle peut être gommée par une droite, mais c'est peut-être là qu'il se passe beaucoup de choses. On est capable de montrer par le calcul d'énergie que l'initiation de la non-linéarité est due à la résistance, à l'énergie de rupture en mode 1, et la charge de rupture dépend du mode 1 et du mode 2. Si on dimensionne ça qu'en mode 2, on n'est toujours pas dans les clous. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des formules empiriques qui sont en train de tourner depuis des années sans pouvoir caler les résultats. Donc là, on a une méthodologie qui est basée sur ce que je vous ai présenté. Alors je fais court, où on est capable par dichotomie, en mettant les courbes R du matériau bois, parce que la rupture se fait dans le bois, courbe de mode 1, courbe de mode 2, courbe d'essai en énergie, d'où l'intérêt de mesurer bien la force et les déplacements. On est capable ensuite de caler les valeurs avec un critère de ruine qu'on peut choisir dans la littérature, de manière à reproduire le plus sensiblement possible l'énergie qui est consommée dans la phase non linéaire du comportement, et ce qui permet ensuite, vous voyez, ça c'est la courbe théorique, on a essayé de la caler, et vous voyez que la courbe expérimentale, elle donne un petit peu la même allure. Donc à partir de là, vous voyez, ça c'est le comportement reproduit à l'échelle méso, et donc on est capable, mettons là ici, il y a une cinquantaine d'essais, on est capable par dichotomie à reproduire chaque élément pour pouvoir après donner on va dire, des règles prédictives, donc basées sur le calcul numérique, ou pour avoir la charge au fractile à 5% d'un goujon collé. Ça va dépendre de l'énergie de rupture au fractile à 5%, qui est estimée à 100 joules par mètre carré, ce qu'il n'y a pas dans les eurocodes, puisque c'est au-dessus, et un fractile à 5% à 650 joules par mètre carré. Donc à partir de là, on arrive à avoir une estimation correcte du fractile à 5%. La conclusion, donc des modélisations simples à l'échelle méso pour pouvoir traduire le comportement macro, développement d'outils de monitoring, donc on parle de stéréovision, il y a peut-être des choses à développer pour alimenter plus nos modèles. Stratégie d'identification des propriétés, il faut essayer d'être simple avec des procédés dichotomiques tant qu'on peut, en fouillant bien les modèles qu'on peut utiliser. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'avec ces outils-là, on peut commencer à se poser la question par essence de faire une rétroconception des expériences. Maintenant, en fait, quand on a ces éléments, on se pose la question du jeu de paramètres méso qu'on va mettre dans le matériau bois pour définir la géométrie du matériau pour pouvoir caractériser le comportement d'un élément de structure ou d'une éprouvette en fissuration. Je crois que j'ai fini. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Luc. Avez-vous des questions? S'il vous plaît.
plaît, ceux qui ne m'ont pas donné encore leur fichier là, pour les présentations flash, amenez-les tout de suite, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, on va remercier Jean-Luc. Vous pouvez tous venir. Vous pouvez tous venir en essayant de respecter l'ordre. Merci.